Maintenant, donc, on passe à la définition donc, de morphisme d'anneau. Donc, soit A plus point, donc un premier anneau, B plus rond, point rond, un deuxième anneau, et soit donc phi une application de l'ensemble A dans l'ensemble B, juste une application. On va dire que phi est un morphisme d'anneau si pour tout x, y appartenant à A, on a les choses suivantes. Donc phi de x plus y égale à phi de x plus rond phi de y, phi de x point y égale à phi de x point rond phi de y. Et troisième propriété, phi de 1a égale à 1b. Donc à l'aide de ces propriétés-là, donc on définit ce qu'on appelle un morphisme d'anneau. Donc la première propriété exprime que l'image de la composée de deux éléments de A par la première loi, c'est la composée de leur image dans B pour la première loi de B. La deuxième propriété exprime le fait que l'image du composé de XY pour la deuxième loi de A, c'est le composé de leur image dans B pour la deuxième loi de B. Et la troisième propriété, c'est que l'image d'élément neutre de A de la deuxième loi, c'est égal à l'élément neutre de B pour la deuxième loi. Donc, c'est la définition d'un morphisme d'anneau. Trois propriétés. Donc, quelques exemples. Si on prend F, l'application de Z dans C. Donc, on sait que Z, milieu de l'addition de la multiplication, est un anneau. Et on sait que C, milieu de l'addition de la multiplication, est aussi un anneau. Donc, est-ce que cette application-là est un morphisme d'anneau? L'application qui a n associé n, c'est bien un morphisme d'anneau. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, pour quel que soit n, m appartenant au premier anneau, si on fait l'image de n plus n pour la première loi de z, donc ça par définition, ça reste n plus m, et n plus m, n c'est exactement f de n, plus m c'est exactement f de m. Donc c'est correct, on a cette première égalité. Si on fait f de n point m, la multiplication ici dans z, par définition de f, ça reste n point m. Et ça, c'est n, c'est la même chose que f de n. Point, c'est la même chose que la multiplication dans c. Et là, c'est f de n. Donc la deuxième propriété est vérifiée. Si on fait l'image de 1 de z, c'est-à-dire c'est le 1 habituel, f de 1, c'est la même chose que 1. Et le 1 de z, c'est la même chose que le 1 de c. Puisque z est déjà inclus dans c. Donc, f est un morphisme, d'anneau. Par contre, si on prend l'application G, qui va donc de Z, par exemple dans C carré, est-ce que c'est un morphisme d'anneau? Si on fait donc la deuxième propriété, donc G plutôt G de NM, c'est égal à NM au carré, c'est égal à N au carré, M au carré. C'est bien égal à G de N qui multiplie G de M. Là, c'est pas un problème. La troisième propriété, si on fait G de 1, égale à 1 au carré, égale à 1, donc pas de problème. Donc ici, c'est vérifié. OK. Mais si on fait G de N plus M, ça fait N plus M au carré, là on est dans C, ça fait N au carré, plus 2N M, plus M au carré.
Ça c'est différent en général, c'est différent de n au carré plus m au carré qui est g de n plus g de m. En général c'est différent. Donc G n'est pas un morphisme d'anneau. Donc G n'est pas un morphisme d'anneau. Ensuite, donc quelques propriétés donc, des morphismes d'anneau. Donc soit phi un morphisme d'anneau, alors phi de 0a égale le 0 de b. Donc pour vérifier ces propriétés-là, on va faire une petite remarque sur les remarques. On va voir une remarque. Donc on sait que A plus est un groupe, et B menu de la loi plus rang, c'est un groupe. Lorsqu'on a A plus point qui est un anneau, donc ça veut dire que A plus est un groupe et B plus est aussi un groupe. Donc la propriété suivante, la propriété donc si phi de AB est un morphisme, donc si phi est un morphisme de groupe et est un morphisme d'anneau, donc si phi de AB est un morphisme d'anneau, donc on a dit qu'il vérifie trois propriétés. Donc il vérifie la propriété suivante. Quel que soit donc x, y appartenant à, phi de x plus y égale à phi de x plus rang phi de y. Et donc phi est aussi un morphisme de groupe, du groupe A plus dans le groupe B plus rang. Et donc phi est un morphisme de groupe. Est un morphisme du groupe A plus dans le groupe B plus rang. Donc un morphisme d'anneau, il vérifie trois propriétés. En particulier, la première propriété signifie que phi est un morphisme du groupe A menu de la loi plus dans le groupe B menu de la loi plus rang. Donc ensuite on peut voir les propriétés. Donc la première propriété, donc l'image du élément neutre de A, l'élément neutre de la première loi, c'est l'élément neutre de la première loi de B. Ceci car phi est un morphisme du groupe A plus dans B plus A. Ça on l'a déjà vu. L'élément neutre de la première loi, l'image de l'élément neutre de la première loi, c'est l'élément neutre de la première loi dans B. Puisque phi, je répète, c'est en particulier est un morphisme de groupe. Donc c'est pas la peine de refaire la démonstration, il faut revenir au cours sur les groupes. La même chose ici, de même. Donc on a moins A, donc symétrique de A, pour la loi plus et donc phi est un morphisme de groupe, donc c'est un morphisme de groupe, donc phi de moins A pour la première loi, c'est égal à moins phi de A.
pour la première loi de B. C'est vu. Lorsqu'on a vu les groupes. C'est vu lorsqu'on a vu les groupes. Donc pour la première loi, les premières lois, il n'y a pas de problème. Troisième propriété, la même chose, là aussi c'est vu. Donc si vous voulez, on a déjà vu ça. Si vous voulez, on peut le refaire par récurrence, donc tout de suite. Donc on va montrer que quel que soit A appartenant, donc A appartenant à A, donc soit A appartenant à A, on va montrer que quel que soit N appartenant à Z, phi de NA égale à N phi de A. Donc pour le voir, donc pour N, nous allons montrer que donc d'abord pour N positif, donc pour N égale 0, donc phi de 0 à, c'est tout simplement phi du grand 0 indice A, puisque ça c'est grand 0 indice A, et ça on a déjà vu que c'est le 0 de B, et le 0 de B c'est la même chose que 0 phi de A. 0 à côté de n'importe quelle quantité dans B, ça fait 0B. Donc, c'est vrai pour 0. L'hypothèse de récurrence, donc pour N appartenant à N, on va supposer que phi de NA, c'est égal à N phi de A. Donc, pour N plus 1, on va le vérifier pour N plus 1. On suppose que c'est vrai pour N. Donc, phi de N plus 1 A, c'est tout simplement phi de NA plus A. N plus 1A, c'est la somme des A, N plus 1 fois. C'est la même chose que la somme des A N fois plus N fois, une fois. Et ça, puisque phi est un morphisme, donc phi de x plus y, c'est phi de x plus phi de y. Par l'hypothèse de récurrence, ça va donner n phi de a plus phi de a. Donc c'est d'après l'hypothèse de récurrence qu'on a utilisée pour passer à cette égalité-là. Et ça c'est égal n phi de a plus phi de b, c'est de la forme nb plus b. Donc par définition de la notation NU avec U appartenant à, c'est tout simplement N plus 1 fois phi de A. Et donc, la propriété est vraie par récurrence. Donc là, d'où donc cette récurrence donc, signifie que on a la solution, donc d'où quel que soit N appartenant à N, on a phi de NA, c'est la même chose que N phi de A. Donc ensuite, pour N appartenant à Z, pour M appartenant à Z, avec M strictement inférieur à 0, on va poser M égale à moins N, et donc ce cas-là, N strictement supérieur à 0. Si on fait phi de MA, c'est la même chose que phi donc de moins NA. Par définition de cette notation-là, ça c'est la même chose que phi de moins phi de N moins A. Et ça, c'est égal, d'après ce qu'on vient de montrer avant, la récurrence, c'est N phi de moins A, puisque dans ce cas-là, N strictement supérieur à 0. Et ça, c'est égal à N, entre parenthèses, phi de moins A, c'est la même chose que moins phi de A. Ça, c'est d'après la propriété des morphismes. Et ça, d'après la notation N quelque chose, c'est la même chose que moins N phi de A. Et finalement, donc c'est M phi de A. Donc finalement,
Donc, quel que soit n appartenant à z, donc positif ou négatif, on a phi n de a, c'est la même chose que n phi de a. Donc, l'image de la composée de n fois a par l'application phi, c'est la composée de son image n fois. Ça, c'est pour n appartenant à z. Ensuite, maintenant la propriété 4. Donc là, on souligne bien ceci. Donc si A est inversible, en général, un élément de A n'est pas toujours inversible. Donc on a déjà signalé ça, puisque l'ensemble des unités de A n'est pas toujours égal à A. Il peut être très petit et ne contenir que 1 et moins 1. Donc si A il est inversible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un élément qu'on note par A-1, il est unique, donc A-1, donc qui appartient à A, est tel que A, point A-1, c'est la même chose que A-1, point A, et c'est l'élément neutre de la deuxième loi de A, c'est un A. Donc on va montrer que si A est inversible, on va voir que phi de A il est inversible. Et l'inverse de phi de A, c'est tout simplement phi de l'inverse de A. C'est-à-dire on va montrer cette propriété-là. Donc pour montrer que l'inverse de phi de A-1, l'inverse de phi de A, c'est phi de A-1, donc il faut composer phi de A-1 avec phi de A. Donc pour ça, on va faire les calculs suivants. On va faire phi de A, point rond, là la deuxième loi de B, phi de A-1. Donc là, le A-1, il appartient à A, il appartient à A, les deux sont dans A, le A-1, il existe, puisqu'on suppose que A, il est inversé. On va faire ce calcul-là. Ça, c'est égal. Phi de A, point, l'élément A-1. Et là, le A-1 ici, donc je vais le mettre en bleu, c'est l'inverse de A, de petit a dans grand A. C'est l'inverse par rapport à la loi, point. C'est l'inverse par rapport à la loi, point. Donc là, c'est parce que phi est un morphisme d'Hanno. Morphisme d'Hanno. C'est la troisième propriété de la définition. Ça, c'est égal. Phi A.A-1 dans A, c'est l'élément neutre de la deuxième loi de A, c'est-à-dire 1A. Car A.A-1, là, lorsqu'on est dans A, c'est égal à 1A. Et on vient de voir, et on a donc l'une des propriétés d'un morphisme d'Hanno, ça c'est égal à 1B. Donc c'est définition d'un morphisme d'Hanno. Définition d'un morphisme d'Hanno. C'est la troisième propriété. De même, si on fait maintenant phi de A-1, point rond phi de A, puisque phi est un morphisme, ça fait phi de A-1 point A, et ça fait phi de 1A, et ça fait 1B. Donc d'où l'élément phi de A qui appartient à B est inversible. Donc cet élément-là, il est inversible. Il est inversible dans B. Il est inversible et son inverse, c'est-à-dire phi de A, le tout moins 1, donc son inverse dans B, c'est égal à phi
de l'inverse de A, de petit a dans grand A. Donc, cet inverse-là, on le note par un bleu. Donc, ce sont des choses qui ont des significations différentes, même si on les note de la même façon. Et donc, ce qu'on écrit pour la suite, tout simplement, donc, phi de l'inverse de A pour la deuxième loi de A, c'est l'inverse de son image, évidemment, pour la deuxième loi de B. Donc, l'image du symétrique, c'est le symétrique de l'image pour la première loi, ça c'est déjà vu. Et là, lorsque A est inversible, l'image de son inverse pour la deuxième loi dans A, c'est l'inverse de son image pour la deuxième loi dans B. Mais ça, il faut faire attention, je l'écris en rouge, CA moins A existe, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, à l'aide donc, de ces propriétés-là, et on a donc aussi cinquième propriété, donc, qui ressemble à celle-là, phi de n a égale à n phi de a. Là, phi de a à la puissance n égale à phi de a le tout à la puissance n. Ça, c'est pour la première loi, par rapport à la première loi. Cette propriété-là, c'est par rapport à la deuxième loi. Mais cette propriété-là, on la vérifie uniquement pour les n appartenant au grand n, puisqu'on ne peut pas utiliser n négatif, puisque le a n'est pas obligatoirement inversible. Mais si a il est inversible, on peut même montrer ça pour n appartenant à z. Mais pour l'instant, pour a appartenant à a, donc si on fait phi de a à la puissance 0, c'est égal à phi de 1a, c'est tout simplement 1b, puisque phi est un morphisme, et ça c'est la même chose que phi de a, le tout puissance 0, d'après la notation puissance. Hypothèse de récurrence, on suppose que phi de an égale à phi de a, le tout à la puissance n, pour n un entier. Ensuite, on passe à l'ordre n plus 1, donc phi de a à la puissance n plus 1, c'est tout simplement phi de a à la puissance n point a. Puisque phi est un morphisme d'Ano, d'après la troisième propriété, c'est phi de a à la puissance n point rond phi de a. Et d'après l'hypothèse de récurrence, phi de a à la puissance n, c'est phi de a, le tout à la puissance n, point rond phi de a. Et d'après la définition de la puissance dans B, ça c'est tout simplement phi de a, le tout à la puissance, là vous avez une fois, là vous avez n fois, là vous avez une fois, donc ça fait n plus 1 fois. Et donc, d'où, donc on a vérifié ça par récurrence, donc quel que soit n appartenant à n, et quel que soit a appartenant à a, donc phi de a à la puissance n, c'est égal à phi de a à la puissance, le tout à la puissance n. Donc phi de a à la puissance n égale à phi de a le tout à la puissance n. Donc ensuite, donc on a donc la définition suivante. La définition, on va définir ce qu'on appelle un idéal de A. Donc une partie I d'un anneau commutatif. Dans ce cas-là, on suppose que la deuxième loi ici elle est commutative. On définit la notion d'anneau dans un anneau, la notion d'idéal dans un anneau commutatif, dans ce cours-là. Donc une partie I d'un anneau commutatif A plus point, on va dire que c'est un idéal. Si I est un sous-groupe du groupe additif A+, et c'est pour tout A appartenant à I, lambda, et pour tout lambda appartenant à A, lambda A appartient à I. Donc c'est la définition donc d'un idéal. Ça signifie quoi? Donc on a I
I, donc est un sous-groupe donc de A plus, ça veut dire quoi? C'est équivalent à dire que I, il est non vide, et quel que soit A, B appartenant à I, A, donc c'est un sous-groupe pour la première loi plus, donc A moins B, ça doit rester dans I. Donc on a cette propriété-là, et cette propriété-là, quel que soit lambda appartenant à A, et quel que soit A appartenant à I, l'élément lambda A, lambda.A, ça c'est la deuxième loi de l'anneau, ça doit rester dans I. Donc en fait, c'est équivalent à trois propriétés. I, donc I est un sous-groupe et I donc est un idéal, donc est un idéal donc de l'anneau A plus point, signifie les choses suivantes. Donc signifie que A plus est un sous-groupe, ça veut dire que I différent du vide, quel que soit A, B, appartenant à I, l'élément A moins B doit rester dans I, et cette propriété-là, quel que soit lambda appartenant à A, quel que soit A appartenant à I, l'élément lambda.A doit appartenir à I. Donc, première, deuxième et troisième propriété. Donc, quelques exemples. Donc, l'élément, le singleton, si on prend I, égale le singleton formé par l'élément neutre de la première loi, c'est-à-dire le 0A. Ça, c'est toujours un idéal de A, car. Donc, 0A, c'est-à-dire 0A, muni de la première loi plus, est un sous-groupe. Donc, est un sous-groupe, ça c'est déjà vu, lorsqu'on a vu les groupes. Et, quel que soit lambda appartenant à A, et quel que soit A appartenant à I, dans ce cas-là, A, c'est automatiquement le 0 de A, puisqu'il n'y a qu'un seul élément dans I. Si on fait lambda.A, c'est-à-dire lambda.0A, et d'après le propriété de calcul dans un anneau, ça c'est automatiquement 0A, ça appartient à I. Donc d'où la partie qui contient l'unique élément neutre de la première loi de A, c'est toujours un idéal. C'est un idéal de A. Donc, toujours, cette partie-là est un idéal de A. Là aussi, grand A est un idéal de lui-même. Grand A est un idéal de lui-même. Donc, ça, c'est petit A. Là, c'est petit B, de l'exemple 1. Donc, A est déjà, on sait que A est un sous-groupe de A, mais de la loi plus, ça on l'a déjà vu, et quel que soit lambda appartenant à A, quel que soit A appartenant à grand A, si on prend I égale à grand A, il est évident que lambda.A, puisque point est une loi de composition interne dans A, ça appartient à A. Donc A, si on prend I égale à A, c'est un idéal de lui-même. Donc, est un idéal de A. Donc, un anneau A plus point, il contient au moins deux anneaux. Il contient au moins deux idiomes. Le singleton 0 et A lui-même. Donc, ensuite, deuxième exemple.
Donc ensuite, donc si on considère l'anneau donc Z plus point, et si on prend un N appartenant à grand N, donc on va poser grand I, indice N, parce que ça dépend de N, c'est égal à NZ. C'est donc l'ensemble des éléments de la forme NK avec K appartenant à Z sont les multiples de N. Donc c'est-à-dire l'ensemble des éléments de la forme donc I indice N égale à NZ sur les multiples de N, donc on va voir 0 N, ensuite N fois 1 ça fait N, 2N et ainsi de suite. De l'autre côté on va voir N fois moins 1 ça fait donc moins N, moins 2N et ainsi de suite. Donc ce sont les multiples de N. Donc première chose, donc IN est un sous-groupe de Z+. Donc on a déjà vu les sous-groupes de Z sont de la forme donc NZ, donc est un sous-groupe de Z+. Donc est un sous-groupe de Z+. Et deuxième chose, quel que soit lambda appartenant à l'anneau Z, quel que soit A appartenant à IN, c'est-à-dire à NZ, entre parenthèses, il existe B appartenant à Z, tel que A est de la forme NB. Qu'est-ce qu'on peut dire de lambda fois A, lambda.A, c'est égal à lambda point N fois B. Et ça, c'est la même chose que N, lambda fois B. Donc c'est un élément qui appartient à NZ, c'est-à-dire il appartient à E et indice N. Donc d'où NZ est un idéal. Donc pour chaque N appartenant à N, NZ est un idéal de Z. Donc on va voir la réciproque. Donc si vous voulez remarque, on va la faire tout de suite. Donc soit I un idéal, donc soit I un idéal donc de Z. Donc, premier cas, I ne contient que 0. Donc, ça, c'est 0Z. Les multiples de 0, c'est 0. Deuxième cas, il existe un élément A appartenant à I, tel que A est différent de 0. Donc A il contient des éléments non nuls. Donc moins A appartient à I, car I est un sous-groupe. Donc sous-groupe de Z+. S'il contient un élément, il contient son symétrique. Donc A et moins A sont dans I, ce qui implique que valeur absolue de A qui est égale à A, ou valeur absolue qui est égale à moins A, donc valeur absolue de A, il appartient aussi à I, puisque valeur absolue de A, c'est soit A, soit moins A. Et A, il est non vide, il est différent de 0. A différent de 0.
Donc, valeur absolue de A, c'est différent de 0. Donc, A, il contient donc des éléments positifs non nuls. Donc, A, il contient des éléments, donc ce qui implique qu'il existe des éléments ce qui implique donc qu'il existe donc un élément B appartenant à I, donc tel que B est strictement supérieur à 0. Donc ensuite, soit on va considérer l'ensemble donc qu'on va noter par I plus l'ensemble des éléments donc C appartenant à I, tel que C est strictement supérieur à 0. On prend uniquement dans I les éléments qui sont strictement supérieurs à 0. Donc, puisque I est inclus dans Z, I plus est inclus dans N étoile. Car I est inclus dans Z, I plus est inclus dans Z plus, qui est égal à N. Et les éléments de I plus sont donc différents de 0. Donc on a I plus est différent du vide. Il est non vide, puisqu'il contient au moins un élément B qui est strictement supérieur à 0. Donc on va noter par N0, c'est le minimum de I plus. Et ce minimum existe puisque I plus est inclus dans N étoile. Donc toute partie de N étoile admet il a un minimum. Donc N0 appartient à I, ça c'est une première chose. Deuxième chose, donc soit donc un élément donc A appartenant à I. Donc soit A appartenant à I. Si on fait donc la division euclidienne de A par N0, donc la division euclidienne de A par N0 donc implique donc qu'il existe un élément Q, un élément R donc appartenant à Z tel que l'élément A. On peut l'écrire c'est Q fois N0 plus petit r avec l'élément petit r qui est supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à N0. Donc on fait les euclidiennes de A par N0. Donc l'élément A il appartient à I. Et l'élément N0 il appartient à I. Donc on a Q elle appartient à Z. On a N0 qui appartient à I. Donc l'élément Q fois N0 appartient à I, car I est un idéal. Qui est un idéal. Ensuite, on a donc A appartient à I. Donc ces deux lignes-là, on a deux éléments qui appartiennent à I. Donc A moins Q N0 appartient donc à I. Donc ces différences-là, puisque I plus est un sous-groupe de Z, I est un sous-groupe de Z plus. Donc I plus est un groupe. Ce qui implique que le petit r qui est égal à A moins QN0, il appartient à I. Ce qui implique que R appartient à I. Or, R supérieur ou égal à 0 et R strictement inférieur à N0, donc R ne peut être
donc ne peut être strictement positif. Ne peut être strictement positif car n0 est le plus petit élément positif non nul de I. Donc forcément le R est égal à 0. Donc forcément le R égale 0. Donc on ne peut pas avoir R strictement supérieur à 0, strictement inférieur à N0. C'est contradictoire à la définition de N0. Donc d'où la quantité A moins QN0 égale 0. Et donc l'élément A est égal à QN0. Et ça appartient à N0 de Z. Ça appartient à N0 Z. Ainsi, on a montré que A appartient à I, implique que A appartient à N0 Z. C'est-à-dire, tout ce qui est dans I est inclus, il est dans N0 de Z. C'est-à-dire, I est inclus dans N0 Z. Et comme N0 appartient à I, qui est un idéal, donc quel que soit K appartenant à Z, l'élément K N0, qui est égal à N0K, ça reste dans I, ça appartient à I. C'est-à-dire, on a donc N0 que multiplie Z, donc tous les multiples de N0 sont dans I. Ce qui veut dire que N0 est inclus dans I. Donc avec 1 et 2, on arrive au fait que I est de la forme N0 Z. Donc en résumé, donc I est un idéal de Z, si seulement si il existe un N0 appartenant à N tel que I est de la forme N0 Z. Donc les idéaux de Z sont toujours de la forme NZ. Une petite remarque, il y a quelques remarques donc pour finir ce cours. Donc si on prend I, une partie non vide de A, donc I est un idéal de A, si seulement, si c'est équivalent à dire qu'il vérifie les deux conditions. Quel que soit A appartenant à I et B appartenant à I, alors A plus B, ça appartient à I. Quel que soit A appartenant à I et lambda appartenant à A, lambda A appartient à I. Ça, c'est une première remarque. Donc, on va vérifier les choses suivantes. Donc, on va montrer l'équivalence entre les choses suivantes. Donc, on va partir de I différent du vide. Avec les conditions. Donc, ça, c'est une première condition. Et la condition 1, A appartient à I. Et B appartient à I. Implique que la somme appartient à I. Stabilité pour la loi plus. Deuxième propriété. C'est une propriété d'absorption. Si A appartient à I et lambda appartient à A,
si vous voulez, c'est une propriété, on va dire, d'attraction. Donc l'élément lambda A, il est attiré vers I. Il va se trouver dans I. Avec ces conditions-là, ça c'est équivalent au fait de dire que I est un médiane. C'est-à-dire que I différent du vide, donc I est un sous-groupe de A, et première propriété 1', c'est A appartient à I, et B appartient à I, ça implique que A moins B appartient à I. Et deuxième propriété prime, A appartient à I, et lambda appartient à A, ça implique que l'élément lambda A appartient à I. Donc ces propriétés-là à droite donc, expriment le fait que I est un idéal. Et les propriétés à gauche, c'est ce qu'on va montrer. On va montrer que ces propriétés sont équivalentes au fait de dire que I est un idéal. Donc la différence entre les propriétés à droite et les propriétés à gauche, c'est le moins qui est là. Donc là, par définition, là on doit avoir A moins B, et là on a uniquement A plus B, c'est plus simple. Donc pourquoi ce bloc-là, on va l'appeler étoile, ce bloc-là, on va l'appeler 2 étoiles. On va montrer les équivalences entre étoiles et 2 étoiles. Donc on va partir de, on va montrer que étoile implique 2 étoiles. Donc, d'abord, lorsque I est différent du vide à gauche, alors forcément I est différent du vide à droite, pas de problème. Et lorsque, on va montrer, à partir de la deuxième propriété, donc 2 implique 2', donc pas de problème. Donc pas de problème. Donc on va montrer la propriété donc 1'. Donc on a l'élément 1A, donc il appartient à A. Et donc sont symétriques pour la première loi, moins AA, il appartient aussi à A. Donc quel que soit A appartenant donc à grand I, donc puisque moins AA il appartient à A, donc on va avoir l'élément moins 1A, point A, il va être dans I. Et moins 1A point A, c'est la même chose que moins 1A point A, ça on a déjà vu ces propriétés-là, c'est la même chose que moins A, donc il appartient à I. Donc finalement, quel que soit A appartenant à I, moins A, il appartient aussi à I. Donc I stable par symétrique pour la première loi de A. Donc d'où, donc quel que soit A appartenant à I, quel que soit B appartenant à I, on a l'implication, donc on a donc l'implication suivante, on a A et B sont des éléments de I, et ça implique que A appartient à I, d'après ce qu'on vient de voir que moins B appartient aussi à I. Ça c'est d'après ce qu'on a montré ici, donc on peut appeler ça donc delta, d'après le résultat delta. Et ça implique, d'après 1, si on revient aux propriétés précédentes, d'après 1, on va voir A plus le moins B, il va être dans I. Et A plus moins B, c'est tout simplement A moins B appartient à I. Donc AB appartenant à I implique A moins B appartenant à I. Donc d'où le résultat 1'. Donc on a le résultat
de prime et on a un prime et I est non vide. Donc d'où, si on part du bloc étoile, on arrive aux propriétés 2 étoiles. Maintenant, l'inverse. L'inverse, inversement, on va montrer que 2 étoiles impliquent étoile. Donc, I non vide implique toujours que I est non vide. Donc, pas de problème. Lorsqu'on a 2 primes, la propriété de prime, on a donc la propriété 2. Il reste à montrer qu'on a la propriété 1 à partir de la propriété 1 prime, 2 prime et le fait que I est non vide. Donc, on va montrer donc la chose suivante. Donc on a I est différent du vide, donc I est différent du vide, donc ensuite, donc d'après ensuite, donc on a A plus est un groupe et I est un sous-groupe de A+. Donc, quel que soit A, B appartenant à I, A plus B est aussi dans I. Ça c'est déjà vu, c'est évident. On a déjà vu ça donc pour la notion de ce groupe. Donc si A et B sont dans I, A plus B est aussi dans I. Donc d'où la propriété 1'. Donc finalement, pour vérifier que I est un idéal, donc étoile, c'est équivalent à 2 étoiles, c'est équivalent au fait de dire que I est un idéal. Et là, donc, le mieux, c'est pour montrer que I est un idéal, le mieux, c'est de choisir, donc, de montrer le bloc étoile. Puisque là, on travaille avec A plus B lambda A, donc c'est plus simple d'utiliser le moins. Deuxième propriété, donc pour les idiots, donc l'intersection d'une famille d'idiots de A est un idéal de A. Donc soit donc I indice J avec J appartenant à un grand J, un ensemble J, donc une famille donc d'idiots de A. C'est-à-dire pour chaque J appartenant au grand J, I indice J est un idéal. Donc I indice G, donc I indice G est un sous-groupe de A plus pour quel que soit J appartenant à J, ce qui implique que l'intersection de I indice J, cette intersection-là est un sous-groupe de A.
Donc, l'intersection d'IJ est un sous-groupe de A. Donc, ça, c'est déjà vu. L'intersection d'une famille donc de sous-groupe est un sous-groupe, sans problème. Et quel que soit lambda appartenant à l'anneau A, quel que soit A appartenant à I, avec I, c'est l'intersection d'IJ. Lorsque J décrit l'ensemble J, on va montrer que lambda A appartient à grand I. Donc pourquoi ça? C'est pour la raison suivante. On a quel que soit lambda appartenant à A, donc ça implique que quel que soit lambda appartenant à A, et quel que soit J appartenant à grand J, on a A, il appartient à chaque IJ. Ce qui implique que donc lambda, il appartient à A, et A appartient à I indice J, quel que soit J, appartenant à l'ensemble J. D'après les propriétés d'un idéal, donc l'élément lambda.A va rester dans IJ, puisque c'est un idéal. Donc car IJ est un idéal. Donc ceci, quel que soit J appartenant à J. Donc un élément qui appartient à tous les IJ, ça veut dire qu'il appartient à leur intersection. Ça veut dire que lambda.A, cet élément-là, il appartient à l'intersection de tous les IJ. Pour J appartenant à grand J. Et ça, ce n'est autre que grand I. Donc, quel que soit lambda appartenant à A, quel que soit petit a appartenant à grand I, on a l'élément lambda.A, il appartient à I. Donc, d'où grand I, l'intersection de tous les IJ, pour J décrivant l'ensemble J, donc est aussi un idéal, est aussi un idéal de A. Donc l'intersection d'une famille d'idéaux donc est un idéal de A. Donc dernière propriété concernant donc les idéaux. Donc si on prend phi un morphisme d'anneau de A dans B, et si on prend le noyau noté par phi-1 du singleton élément neutre de B, alors phi-1 de 0B est un idéal de A. Donc cette propriété-là, donc on peut la vérifier donc facilement, et dans la suite, on en aura besoin dans la suite du cours en algèbre. Donc une autre propriété, si vous voulez, donc soit phi, donc un morphisme de l'anneau A plus point dans l'anneau B plus rond point rond. Un morphisme d'anneau. Donc on va montrer donc phi-1 de 0b est un idéal de donc soit I égale phi-1 entre parenthèses de la partie formée par le singleton 0b. C'est-à-dire, ça c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à grand A, tels que leur image c'est égal au 0 de B, tout simplement. Donc soit I, donc on a I est une partie de A, ça c'est clair. On a phi de 0 de A, on a déjà vu que c'est la même chose, c'est égal à 0 de B, ce qui implique que le 0 de A, puisqu'il vérifie cette condition-là, il est là. Donc il appartient
à phi moins 1 du singleton 0b, c'est-à-dire 0a, il appartient à grand T. Donc, grand T est différent du vide. Grand T est différent du vide. Donc, pour quel que soit A et B appartenant à grand T, qu'est-ce qu'on peut dire de A plus B? Donc, A et B sont dans I, ça veut dire que phi de A égale phi de B égale 0 de B, par définition de I. Donc, si on fait phi de A plus B, c'est égal à phi de A plus rond phi de B, puisque phi est un morphisme d'un nom. Donc, morphisme d'un nom. Et ça, c'est égal, phi de A, c'est le 0 de B, plus rond le 0 de B, puisque 0b, c'est l'élément neutre de cette loi-là, ça redonne tout simplement 0b. Donc, ce qui implique que A plus B est un élément de phi moins 1 du singleton 0b. C'est-à-dire que A plus B, il appartient à I. Donc, quel que soit AB appartenant à I, A plus B il appartient à I. Et troisième propriété d'un idéal, donc quel que soit lambda appartenant à A, là on veut montrer que I est un idéal de A, quel que soit petit a appartenant à I, entre parenthèses phi de A n'est autre que le 0 de B, par définition de I, est-ce que lambda A, il appartient à I? Donc il faut calculer son image. Donc f de lambda point A. Ça c'est égal à phi de lambda point rond phi de A. Car phi est un morphisme d'un nom. Morphisme d'un nom, c'est la troisième propriété. C'est la deuxième propriété, en plus de phi de 1 égale 1. Donc ça c'est égal à phi de lambda, point rond, phi de A c'est le 0 de B. Lorsqu'on est dans B, ça c'est car phi de A, ce n'est autre que le 0 de B. Lorsqu'on est dans B, un élément V, point rond 0B, c'est toujours égal à 0B. Donc d'où on a montré que phi de cet élément-là, c'est le 0 de B. Ça veut dire que l'élément lambda point A, il appartient phi moins 1 du singleton contenant uniquement le 0 de B. C'est-à-dire, on a lambda point A, il appartient à I. Donc, quel que soit lambda appartenant à A, quel que soit petit a appartenant à I, lambda.A il reste dans I. Donc on a vérifié toutes les propriétés d'un idéal. Donc par suite, I égale à phi moins 1 du singleton 0b, il vient un idéal, donc est un idéal de A. Donc l'image réciproque de l'élément neutre du singleton formé par l'élément neutre de B est un idéal de A. Cette partie-là, on l'appelle le noyau. C'est le noyau du morphisme phi. Du morphisme phi. Donc le noyau d'un morphisme d'un nom est toujours un idéal.